faites chier les rageux là, parce que Venom et Predator, je vais pas faire que ça moi courir. Hein. Comme vous l'avez compris, on va parler de Venom et de The Predator. Deux films qui se prennent une totale vanne de haine dans la gueule depuis leur sortie. Est-ce vraiment mauvais ou est-ce juste des fans qui s'attendaient trop à un idéal de film sur leur personnage saga préféré? Parce que oui, d'un côté on a Venom, méchant emblématique de Spider-Man dans les comics avec une communauté de fans assez immense quand même, anti-héros aussi connu que Deadpool et possédant une classe absolue, et d'un autre côté on a le mythe du Predator, une créature mythique du cinéma née avec le cultissime Predator de John McTiernan avec Schwarzy, un film qui a donné naissance à une saga ambivalente qui elle aussi possède de nombreux fans. Du coup, deux films qui ont vu le jour ces derniers jours, l'un sur Venom qui a divisé dès sa sortie et même avant si on peut écouter les interviews des acteurs. Final question for me. What was your favorite scene to film? Well, there are scenes that aren't in this movie. There are like 30-40 minutes worth of scenes that aren't in this movie. What are your favorite ones? Yeah, all of them, yeah. Like mad puppeteering scenes, like dark, like comedy scenes, you know what I mean? That just never made it. You know, they are just... Et un autre, The Predator, qui s'avère être une suite des deux premiers opus et qui lui se mange des coups de gueule par fournée depuis sa sortie, mais c'est intense. Du coup on va parler de Venom, qui raconte l'histoire d'Eddie Brock, joué par le grand Tom Hardy, qui tente de révéler au grand jour les agissements du célèbre Carlton Drake, antagoniste joué par Riz Ahmed, le génial fondateur de Life Foundation, et cette obsession qui lui a coûté sa carrière, son couple. Alors qu'il enquête sur l'une des expériences de Drake, une forme de vie extraterrestre nommée Venom va fusionner avec lui. Désormais doté d'incroyables super pouvoirs, Eddie est capable d'accomplir pratiquement tout ce qu'il veut, sombre, tortueux et imprévisible. Venom lui est animé d'une rage absolue, ce qui oblige Eddie à lutter de toutes ses formes pour essayer de contrôler les redoutables capacités qui sont les siennes. Eddie et Venom ont besoin chacun l'un de l'autre pour atteindre leur but, et plus le temps passe, plus ils deviennent indissociables. Déjà dans le film on a Tom Hardy, un acteur d'un certain calibre, longtemps resté arme secrète de Christopher Nolan dans des seconds rôles, de Inception à Dunkirk, en passant par l'inoubliable Bane dans le non moins trop critiqué The Dark Knight Rises. Un rôle qui ne pouvait tomber mieux pour cet acteur hardcore qui a vu dans les succès de son homologue Ryan Reynolds et son Deadpool l'opportunité de s'investir lui aussi dans un autre Marvel Characters, car oui c'est bien Tom Hardy, coproducteur de ce film avec Stan Lee et autres, qui porte le film. Enfin, portait le film, oui, mais après ce qu'il dit dans les interviews, c'est pas trop lui qui avait la main maître sur l'adaptation. Alors, deux choses. L'une, soit on marche avec cette adaptation en demi-teinte qui n'ose pas le rated R comme Deadpool, ou soit on passe à côté du film et on crie trahison pour un film qui n'a pas la noirceur du comics. Car le ton du film est mitigé, voulant jouer sur l'aspect humour Marvel et bien sur le background du personnage avec une sempiternelle histoire d'amour contrariée, de quoi rendre jaloux le couple Mary Jane Peter Parker. Personnellement, je me suis pris au jeu. Il est assez jouissif de passer de simple mortel au statut de super vilain malgré soi, avec tout l'attirail de pouvoir qui va avec. Super vilain, oui. Car même si dans le film Venom est plutôt montré comme un héros dans la seconde partie du métrage, on peut tout de même le considérer comme vilain. Dans le film, Venom se bat pour ses principes comme le ferait un Thanos, un Dr Octopus ou autre. Sauf que contrairement à ceux-ci, aucun héros comme Spider-Man est là pour l'arrêter. Certes, c'est un défaut qu'il ne soit pas présent, et je ne vois pas la saga continuer sans sa présence. Mais jugeons le film, d'accord? Pas ce qui est prévu pour la suite. Le côté invasion des profaneurs au début était convenu, mais m'a rappelé les meilleures séries B de science-fiction. Hardy s'en donne à cœur joie dans les scènes où il perd le contrôle de son corps au profit de Venom, installant un certain comique, notamment la scène du restaurant. Alors oui, il y a des défauts certains au métrage, comme les effets spéciaux qui ne sont pas ouf dans certaines scènes, ou encore le jeu de Tom Hardy qui quand il n'est pas en Venom est plutôt fade, ou encore juste quelques incohérences temporelles qui peuvent gâcher le visionnage. Mais malgré ça, on n'a pas affaire à un Catwoman de Pitoff, comme j'ai pu le lire dans certains articles. Le film en lui-même est plutôt divertissant, certaines idées sont vraiment bonnes et Venom est badass. Peut-être moins que dans les comics, car je les lis pas, mais pour les amateurs du personnage, ça nous satisfait déjà plus que la version abominable de Sam Raimi. Bref, on a fini pour Venom. Et là je vais faire une transition simple, on va parler de The Predator. Shane Black a eu deux vies à Hollywood. La première, c'est celle d'un scénariste wonderkid dont les studios s'arrachaient les scripts à prix d'or. C'est même les scénarios qui ont redéfini les lois du cinéma d'action dans les années 80 et 90. S'en suivit une longue traversée du désert de 1996, date de l'échec d'Au revoir à jamais, jusqu'à un retour par la case mise en scène en 2005 avec Kiss Kiss Bang Bang, où il fait jouer un autre maudit d'Hollywood, Robert Downey Jr. Malgré l'échec du film, en signe de gratitude, Downey Jr., devenu méga star, l'imposa à Marvel Studios pour prendre les commandes du mastodonte Iron Man 3. $1 milliard de recettes plus tard,
Black a de nouveau les mains libres pour concrétiser un projet personnel, The Nice Guys. Relecture à travers le prisme satirique du polar Airbold qu'il affectionne tant. Paradoxalement, l'échec injuste du film le ramène dans un étrange mouvement de balancier aux commandes d'un autre blockbuster. La Fox lui confie la tâche de relancer la franchise Predator, en jachère depuis l'échec de Predators de Nirod Antal, la dernière tentative parrainée par Robert Rodriguez. Black n'est évidemment pas étranger à la licence, puisqu'on se souvient qu'il tenait le rôle d'Hawkins, responsable des liaisons radio du commando du classique de McTiernan. Il partage l'écriture de ce nouveau film avec son vieil ami Fred Decker, celui qui a également scénarisé Robocop 3, avec qui il co-signa en 1987 celui de The Monster Squad, un film au parfum amblinesque qui opposait un groupe d'enfants aux monstres de la Universal. Ce détail est loin d'être anecdotique, puisque The Predator déserte, passé son introduction qui lui rend hommage à l'original avec une partition d'Henry Jackman, qui cite avec énergie celle de Jerry Goldsmith, les genres tropicales pour se dérouler dans une banlieue résidentielle américaine où un enfant autiste, Rory McKenna, entre en possession d'éléments de l'armure du chasseur interstellaire que son père le tireur d'élite, Quinn, après avoir vu son équipe décimée par la créature dans la jungle mexicaine, a envoyé aux États-Unis de peur que le gouvernement en fasse disparaître la trace. Quinn a raison de se méfier puisque le Predator est ramené dans un laboratoire gouvernemental secret où le mystérieux Traeger, joué par Sterling K. Brown, le fait examiner par Casey Brackett, spécialiste en biologie évolutive, joué par Olivia Munn. Quand la créature s'évade et part à la recherche de ses possessions, seul son père et une bande d'anciens soldats souffrant de stress post-traumatique peuvent se dresser entre lui et le jeune Rory, devenu la proie du plus grand chasseur de la galaxie et quelque chose de pire encore. L'auteur de l'arme fatale semble ici vouloir rendre hommage aux deux genres dominants des années 80, que sont les violentes productions Joel Silver, Lawrence Gordon, et ces violentes productions Predator et le maître étalon, et il réunit aussi le genre des productions Amblin tout en revenant vers son propre univers, la lourde machinerie d'un blockbuster. Mais s'il était parvenu à subvenir la machine Iron Man 3, sans doute car le projet était chapeauté par des excellents producteurs, l'émulsion entre son univers et les exigences d'un grand film commercial a ici du mal à se faire. Le Predator originel reposait sur un concept fort et une signature linéaire mais éprouvée. Predator 2 réunissait la transposition urbaine en baptisant une mythologie autour du chasseur extraterrestre, et The Predator, lui, est un assemblage de concepts parfois malins, souvent idiots, par exemple la séquence gênante avec le chien Predator, et de personnages qu'aucune ligne directe ne vient lier entre eux. Il y a là une forme d'ironie qu'un film Predator n'ait pas de colonne vertébrale. Si la littérature hard-boiled et d'espionnage pulp offrait à Black les structures narratives de ses scénarios, privé de ce ressort, il peine à donner un sens à son projet. Il se repose sur ses points forts, la subversion des conventions du film d'action qu'il maîtrise parfaitement et sa faculté à définir en quelques traits un personnage mémorable. Il l'applique à la troupe de soldats fous qui servent d'analogue au commando du premier film d'ailleurs. Le personnage de Keegan Michael Key et ses Black Salas renvoient à celui qu'incarnait Black lui-même dans le film de McTiernan. Sa relation avec le personnage incarné par Thomas Jane rappelle la dynamique entre Billy Duck et Jace Ventura, en accentuant un peu l'aspect borderline, et le héros Quinn évoque lui un autre personnage, celui incarné par Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain, Black recyclant même certains de ses dialogues. On retrouve également d'autres éléments typiques de son écriture, un personnage d'enfant, et une fête en toile de fond, celle de Halloween. Mais il confine à l'auto-parodie. Contrairement à ses meilleures œuvres, dans The Predator, la comédie et l'action se mélangent pas harmonieusement. Chacun neutralise l'effet de l'autre. Les blagues référentielles font obstacle à l'écriture proprement dite. On perd au passage les éléments d'épouvante et de suspense. Et en guise d'intrigue, Black combine une série de séquences d'action basées sur un jeu permanent du chat et de la souris. Le gouvernement traque les fugitifs, qui traque le Predator, qui traque l'enfant, tout en étant chassé par lui-même par un hyper Predator de 3 mètres de haut. Le tout arrosé de et d'échanges nourris d'armes lourdes et de quelques litres de sang. C'est dans les moments où il parvient à maintenir un rythme frénétique que The Predator fonctionne et évoque les glorieuses séries B des années 80. De son passage chez Marvel Studios, Black a acquis l'expérience technique pour gérer les scènes d'action à effets spéciaux efficacement. La séquence où les Predators s'échappent du laboratoire déchirant soldats et scientifiques dans un tourbillon de violence sanglante est la plus réussie du film. Mais quand l'action s'arrête, le film a du mal à cacher son manque de substance. On sent pourtant que Black et Decker ont vraiment réfléchi aux possibilités cool et amusantes que le concept du Predator peuvent offrir. La raison pour laquelle les Predators prélèvent la colonne vertébrale sur leur propre par exemple. Mais ils ne parviennent pas à les intégrer de façon organique, laissant le personnage de scientifique d'Olivia Munn les présenter aux spectateurs dans les longues scènes d'exposition. Son personnage passe d'ailleurs soudainement de scientifique à héroïne d'action, capable de tirer des armes automatiques et de sauter sur des véhicules en mouvement. Le reste du casting est motivé, avec des résultats mitigés.
Holbrook n'est pas mauvais, mais manque de charisme nécessaire pour porter le film sur ses épaules. Rhodes, la révélation de Moonlight, dans le rôle de Williams, un des membres de son équipe, qui lui-même tirait une balle dans la tête, marque lui les esprits et aurait sans doute mérité le premier rôle. Du charisme de Sterling K. Brown, à revendre avec son rôle de vilain, typiquement blackien, un personnage aussi cool qu'amoral, qui aime son sale boulot. Le jeune Jacob Tremblay livre peut-être la meilleure performance du film, paraissant à trouver du naturel dans un personnage d'enfant autiste qui aurait pu tomber dans la caricature. The Predator commence bien, mais Black perd un peu le contrôle sur le ton et le rythme du film jusqu'à un final anticlimatique, apparemment le fruit d'abondants reshoots, où il s'en remet à des séquences qui ont la patine générique d'un troisième acte de film de super-héros, avec un Super Predator en CGI qui n'a pas le charme tactile de la créature en costume de latex. Même si on y trouve assez de séquences et de dialogues badass pour être diverti, force est de reconnaître en tant que fan de Shane Black, de l'arme fatale à The Nice Guy, qu'on a affaire avec The Predator, à son film le plus faible, qui n'a tout simplement pas le niveau de ses meilleurs travaux. En bref, ces 2 dernières semaines, nous avons eu 2 films qui ont attisé des retours dithyrambiques. Des retours qui peuvent être justifiés si on juge 2 œuvres sur le principe de respect, le respect de l'œuvre originale ou du personnage, mais ces retours sont injustifiés en tant que film. Le but du cinéma, c'est de nous surprendre, nous donner de nouvelles histoires, de nouvelles images constamment, et pas de satisfaire une communauté de fans. Les 2 métrages sont loin d'être parfaits, ils sont même plutôt moyens dans l'ensemble, mais pas forcément des merdes. Appuyez vos propos, car ce que vous dites est peut-être subjectif, mais dans l'ensemble de l'œuvre, et dans ce que vous essayez de dire, vous empêchez les personnes à aller en salle pour apprécier ou non le métrage. Ce genre de films, contrairement à des comédies françaises, ne sont pas dangereux pour l'industrie du cinéma. Qu'on les supporte ou pas, les studios continueront à en faire, car un grand pourcentage, ça fonctionne. Allez voir des films au cinéma, soutenez-le, mais soutenez aussi vos mots. C'était Louane. Ciao tout le monde. Peace.